Du sud. Le problème quand on fait de la télé ou de la radio et qu'on se fait virer, c'est que tout le monde le sait. Tu peux retourner ça dans tous les sens, tu t'es pris un gros vent publiquement. Un peu l'équivalent d'une gamelle dans un couloir du lycée au moment de l'interclasse. Tout le monde t'a vu le nez par terre et ceux qui connaissaient pas encore ton nom avant, désormais, ils le connaissent. Quand la directrice de France Inter a mis fin à 10 années de blockbuster avec l'élégance d'un SMS de Cyril Hanouna-Soukhouk, tout le monde m'a dit « Oh mais t'inquiète pas Frédéric, tu vas rebondir !» Ce qui est une autre manière de dire qu'on t'a quand même bien shooté dedans. Et malgré les témoignages touchants que j'ai pu recevoir sur les réseaux sociaux ou à la sortie de mes spectacles, j'avoue, j'ai commencé à douter. Parce que mine de rien, j'ai perdu mon emploi, donc plein de questions se posent à moi. Comment je vais payer mon loyer ? Est-ce que je dois déjà annoncer à mes enfants qu'ils doivent renoncer à leurs activités extrascolaires ? Et puis rebondir, ah oui, mais où et avec qui ? Parce qu'après 10 années à se fader des directeurs et directrices de programmes qui n'entravent absolument rien à la culture populaire et qui préfèrent organiser des débats avec des éditorialistes finis au pipi qui t'expliquent que les punaises de lit ou les pénuries d'œufs, c'est la faute des Arabes, je dois avouer être arrivé au bout de mon capital patience qui d'ailleurs n'a jamais été vraiment bien alimenté. Et là est arrivée ma rencontre avec toute l'équipe du Studio 17, des passionnés de culture populaire, en plus d'être des gros woke, et chez moi c'est un compliment, qui ont eu le rêve fou de créer une plateforme indépendante de la publicité, n'appartenant pas à un millionnaire désireux de se racheter une image, un village d'irréductibles rêveurs qui pensent que la culture de l'imaginaire peut ouvrir des portes là où tellement de médias se spécialisent aujourd'hui dans la construction de murs. Je suis ravi de faire partie de cette nouvelle aventure, et quand il a fallu trouver un titre, c'était évident. J'ai animé une émission qui s'appelait Blockbuster, j'en anime une autre qui s'appelle Crossover. Il me semblait normal que celle-ci s'intitule Spin-off. Bienvenue à tous et à toutes dans Spin-off. En 1978 sort sur les écrans américains un film mettant en scène un mystérieux serial killer portant un masque la nuit d'Halloween. Non seulement ce film créera un genre dont le succès n'est toujours pas démenti, on appelle ça le slasher, mais il consacrera 2 talents qui marqueront chacun le cinéma américain à leur manière, le réalisateur John Carpenter et la comédienne Jamie Lee Curtis. Pour revenir sur ce film, son héritage et ses suites, je suis entouré par des copains qui me font l'honneur de baptiser cette nouvelle émission. Tout d'abord, évidemment, vous vous en doutez, on parle de serial killer, il devait être là. Dedo ! Oui, bonjour. Ravi d'être là pour un baptême. Mais oui, c'est le baptême satanique de Spin-off. C'est bien, ça change un peu de la flotte sur des bébés. Voilà. J'aime beaucoup. Alors, on rappelle que vous êtes humoriste en tournée avec votre nouveau spectacle Apocalypse Now. Ouais, exactement. Tu fais super bien. Tu le fais bien. Tu le fais très très bien. Et avec les princesses Leia, le 12 décembre à Paris. Oui, tout à fait. Avec nous également, ravi, Renaud Besbourdier, bonjour. Bonjour Fred, ça va ? Oui, alors d'habitude, vous faites les dernières. Oui, c'est vrai. Sur le service public, là, c'est les premières. Voilà, c'est ça, effectivement. Donc vous êtes scénariste et votre troupe, les Wonderbish, seront sur la scène du théâtre Le Funambule, un excellent théâtre. Après, moi, je dis ça. Oui, juste comme ça. C'est juste comme ça, vous connaissez pas bien. Parce que j'y joue beaucoup. Donc à partir du 2 mars prochain. Tout à fait. Pour une pièce qui s'appelle Tout ce que peut l'amour. Tout ce que peut l'amour. Oh, beaucoup. Beaucoup. Avec nous, Judith Beauvalet, bonjour. Bonjour Fred. Mais merci, j'ai toute l'équipe. Vous êtes créatrice de la chaîne YouTube et Twitch Demoiselles d'horreur, critique chez Écran Large, et autrice pour Les Nouilles Rampantes, qui sort bientôt un recueil d'horreur dont le financement participatif est en cours sur le site Exemplaire. Absolument, on est déjà financé, mais on peut toujours aller plus loin pour être payé, donc n'hésitez pas. Oui, voilà. c'est vrai, c'est être payé ça. Quand est-ce que ça m'est arrivé ? Je sais plus. Je sais plus. Halloween night. A small American town. 15 years ago. Michael? Halloween. I spent 8 years trying to reach him, and then another 7 trying to keep him locked up because I realized that what was living behind that boy's eyes was purely and simply evil.
think he'll come back. Exploring uncharted territory. Totally charted. Just talk. Sure. The only reason she babysits is to have Halloween. Okay, Linda. Come on out. Halloween. The night he came home. Tout d'abord, ma première question à vous trois, c'est qu'est-ce que représente Halloween dans la mythologie du cinéma d'horreur, Judith? Alors, déjà, disclaimer, Halloween est une saga dont je ne suis pas fan. Je sais, c'est pas politiquement correct de dire ça quand on est spécialisé dans le cinéma d'horreur, mais voilà, il faut que j'entre d'entrée de jeu. Je fais mon coming out de fan d'horreur qui n'aime pas trop Halloween. Et pourquoi? Et pourquoi? Alors, je trouve qu'en fait, c'est peut-être aussi la qualité, quelque part, du film de Carpenter, c'est qu'en fait, il est tellement matriciel que quand tu as un concept extrêmement fort comme ça et que tu présentes quelque part dans son plus simple appareil, d'une manière extrêmement dépouillée, extrêmement sèche, ça libère tout un imaginaire et en fait plein de manières différentes que tu vas pouvoir avoir d'interpréter cette histoire, de te la réapproprier, de l'étendre, etc. Pour le meilleur et pour le pire. Mais du coup, une fois que t'es passé par plein de versions redigérées du slasher, du coup, dont il a été encore une fois la matrice, dans des concepts qui vont parfois beaucoup plus loin, tu reviens à la forme originale et parfois ça peut être un peu dur parce que tu dis, oui, au départ, ce n'était que ça, entre guillemets. Oui. Voilà. Donc pour résumer, vous trouvez qu'il a un peu vieilli? Il a un peu vieilli. Il y a quand même pas mal de scènes qui aujourd'hui, je trouve, fonctionnent moyennement, ne serait-ce que dans les raccords. En fait, je trouve que par exemple chez Carpenter, tu vois, je trouve qu'un film comme Christine ou The Thing, je trouve que c'est 1000 fois plus fort. Mais Halloween a quand même eu l'énorme mérite de définir le slasher moderne tel qu'on le connaît aujourd'hui et d'avoir été le point de référence à la fois pour tout ce qui a ressemblé depuis et tout ce qui a cherché à prendre le contre-pied aussi. Donc ça reste une œuvre au moins immense dans ce qu'elle a apporté à la culture du cinéma d'horreur, ça c'est sûr. Dedo? Moi, je suis contre tout ce qui vient de se dire. Oui, je me doute. Non, mais en plus, je sentais les ondes dans mon oreille. Là. Ça tapait comme ça. Je comprends effectivement qu'on puisse trouver la saga dans son intégralité parfois bancale. On va en reparler plus en détail après, parce qu'il y a eu des épisodes qui étaient clairement dispensables et qui auraient mérité de mourir dans l'œuf. Par contre, je continue je l'ai revu encore récemment, de trouver que effectivement c'est une œuvre matricielle pour le slasher, bien que mon amour pour Massacre à la tronçonneuse fait que pour moi en 74 déjà Leatherface invente le boogeyman. Pareil, avec des suites qui auraient pu être dispensables par moment, à part le 2, c'est une autre histoire. Mais il y a quelque chose de toujours aussi fort dans le fait d'avoir, en 78, réussi à définir un genre, et malgré justement une époque un peu austère en termes d'horreur, parce que l'époque faisait que c'était pas aussi démocratisé que maintenant, on arrive avec un objet qui pour moi est assez parfait, ne serait-ce que d'avoir en plus d'iconiser la figure du mal qu'est Michael Myers, c'est d'avoir en plus réussi à ajouter un thème qui a marqué l'histoire du cinéma d'horreur et du cinéma en général, lui-même réalisé par Carpenter. Donc l'objet fait que pour moi c'est une sorte d'alpha et d'oméga du slasher. Après on peut effectivement dire que le slasher est un sous-genre en soi, dans le sens où c'est écrit dans la définition, c'est quelqu'un qui dézingue tout le monde à coup va. Mais
Il y a quelque chose de plus fort chez Michael Myers parce que justement, je pense que Carpenter a réussi à le rendre totalement terrifiant dans le sens où il incarne le mal par son excellence, parce que mutique, parce que increvable et parce que figure qui va définir ce que peut devenir justement le boogeyman dans l'histoire du cinéma ensuite. Et par rapport à Massacre à la tronçonneuse, ce qui fait qu'initialement, je l'associe pas directement au slasher, c'est parce que pour moi, il y avait cette idée de famille. Moi, je suis d'accord. Voilà, je suis d'accord avec. Et c'est pas un individu. Et en fait, c'est vraiment dans Massacre à la tronçonneuse, il tombe au très mauvais endroit, C'est vrai aussi. à un très mauvais moment. Alors que Michael Myers, c'est quelqu'un qui te chasse, qui te poursuit, alors que Massacre à la tronçonneuse, c'est ah bah non, t'es venu chez nous, maintenant on va te récupérer. Ah ouais. Donc il y a un côté, nous on est serial killers locaux, hein, voilà, et donc c'est pour ça. Pour moi, le slasher, il y a vraiment une démarche de je vais là où je suis pas invité. Ouais, c'est vrai. Alors que chez Leatherface, c'est bah vous avez voulu venir chez nous. Même si ça reste local quand même pour Mike Myers, qui Oui, revient toujours au même endroit. C'est vrai que c'est Haddonfield. Haddonfield. Mais il y a le côté effectivement personnage unique. Moi, ce que je trouve assez formidable, c'est le côté accidentel de tout ça. J'aime beaucoup Halloween. Je suis surtout fan de John Carpenter plus que de Halloween en tant que tel. Mais j'adore le fait que le film en fait soit devenu aussi iconique par accident. C'est-à-dire que c'est un film qui est fait avec très peu d'argent, qui a été fait par des producteurs rencontrés en Europe lors de la tournée de festival du film précédent de John Carpenter, qui lui propose oui voilà, on voudrait faire un truc, une babysitter qui se bat avec un tueur. Ils ont dit ok, vas-y, on vous donne 30 000, voilà ce que vous pouvez, faites quelque chose avec ça. Et ils font avec des bouts de ficelle. Le thème musical effectivement composé par Carpenter, c'est aussi un peu accidentel. C'est bon, bah voilà, on n'a pas de musique, qu'est-ce que tu sais faire toi? Bon, bah je vais faire ça, je l'écris, je l'enregistre en 3 jours, et puis ça devient effectivement extrêmement iconique de par le succès du film à l'époque où il sort, petit à petit, parce que quand il sort, c'est en bouche à oreille. Il sort, je crois, une semaine avant Halloween en 78, et c'est uniquement arrivé à janvier qu'il commence à vraiment à péter les scores, mais il tape dans les 70 millions au box-office avec un budget de 30 000. En termes de bénéfices, c'est pas mal, quoi. Même si. Oui, mais je pense qu'il y a des producteurs hollywoodiens aujourd'hui qui se réveillent la nuit en rêvant de ça. Oui, bien sûr. J'ai rêvé que je mettais 30 000 $. C'est ça. T'es sûr que c'est 30 000 C'est 300 000, de budget? pardon, 300 000. Ouais, 300 000 j'allais dire, ça me paraît très étrange. C'est 300 000, effectivement. L'opération c'est ça. reste bonne, oui. Oui, dans tous les ça cas. reste- Et surtout pour les producteurs, puisque les acteurs et Carpenter et tout ça se sont fait enfler comme pas possible. Et c'est Mustapha Kamad, un des 2 producteurs, qui a récupéré énormément de bénéfices. Oui, mais ils ont gagné en visibilité. Oui, voilà. C'est un truc où vraiment, faut pas sous-estimer l'importance. pensé, Fred. Mais oui, la visibilité. D'ailleurs, vous avez tous pensé à renouveler votre passe visibilité pour Mais tout avoir le vos temps, avantages. tout le temps. Mais moi, Très je paye les études de mes enfants Bah, avec c'est de la visibilité. Ouais. Voilà, ça marche pas. Ouais, 2 visibilités et demie à la boulangerie pour le croissant aujourd'hui. C'est compliqué. Hein. Et alors, on a parlé du film précédent de John Carpenter. Quel était-il? Parce que d'où il venait Halloween est arrivé assez rapidement quand même dans sa oui, tout à fait. carrière. Carpenter, c'est un type qui a fait des études de cinéma justement à la fac et qui était dans une classe assez importante, puisqu'il y avait aussi Dan O'Bannon qui était dans sa classe, qui était un de ses collaborateurs, qui ensuite a été l'instigateur de la saga Alien. Et déjà à l'époque, quand ils étaient à la fac, ils avaient déjà bossé sur des courts-métrages qui abordaient un peu cet univers-là, en fait autour alors d'une part de l'idée de l'utilisation de la vue subjective pour montrer un tueur, mais aussi les appels téléphoniques un peu flippants. Avant ça, donc, il a fait une espèce de parodie de 1000 ans Odyssée de l'espace en film de fin d'études qui s'appelle Dark Star, qui est pas très drôle. Et surtout, il a fait ensuite donc un espèce de post-western qui s'appelle Assaut. Voilà, qui est vraiment très très chouette. Et en fait, au moment où il commence à bosser sur Halloween, il était en train de bosser sur un téléfilm qui s'appelle Someone's Watching Me, qui est vraiment très très bien d'ailleurs, qu'il faut vraiment voir si vous avez aimé Carpenter, que vous n'avez pas vu ça, parce que là aussi c'est très très proche. C'est donc une femme qui arrive pour bosser pour un journal, et qui arrive dans son nouvel appartement et qui en fait reçoit des coups de fil intempestifs et qui est observé par quelqu'un. Donc on a déjà le côté c'est pour un compte voyeurisme. CPF, c'est ça? Oui, voilà, exactement. Tout à fait. Donc il se situe là à ce moment-là, mais effectivement il n'est à peu près personne, quoi. Le fait est que s'il récupère de l'argent pour faire Halloween, c'est en festival en Europe. D'ailleurs, il me semble que Mike Myers, c'est le nom du producteur qui a distribué Assaut en Europe, et ils lui ont donné le nom en hommage intéressant. Oui, il y a des hommages. Ah, c'est gentil, vous auriez pas dû. Hein. C'est tout le monde fait le parallèle maintenant. Mais c'est vraiment Halloween qui vraiment l'identifie et le fait vraiment grandir dans la scène cinéma, quoi. Ça c'est sûr et certain.
Ouais, même si Asso a été marquant à l'époque malgré tout, qu'il avait déjà montré la patte d'un énorme réalisateur. Darkstar avait déjà marqué les esprits à l'époque parce que c'était un film de fin d'études et que malgré tout, des producteurs ont dit c'est tellement bien, on va essayer de le sortir en salle. Donc très peu de salles ça a été distribué. Donc c'est quand même très peu de gens qui arrivent avec un film de fin d'études de fac et qui disent on peut peut-être le distribuer. Et Asso derrière est hyper marquant et il définit déjà toute la maestria de la réalisation de Carpenter parce que huis clos, parce qu'en plus, et moi c'est ce que j'apprécie particulièrement chez Carpenter, au-delà des talents de mise en scène, c'est qu'il y a une façon de définir la topographie des lieux où tu sais tout le temps où t'es, où t'arrives, même quand c'est vu de point de vue de protagonistes qui sont très loin les uns des autres, t'arrives toujours à te repérer dans l'espace, et ça prouve que le découpage est vraiment très bien maîtrisé. Et puis ce sens du scope, le cinémascope chez Carpenter. D'autant plus Asso qui s'apparente quelque part, comme tu disais, une sorte de western urbain, gère très bien cette capacité-là. Et le film est hyper oppressant. Donc effectivement derrière, quand il arrive avec cette proposition qui sur le papier peut paraître un petit peu facile en tout cas, dans le sens où ça va être un gars qui se bat contre une babysitter quelque part. Il arrive justement à donner du cachet par rapport à tout ça, et à transcender la mise en scène. Ah oui. Il gagne vite, la babysitter, elle est pas. Non, elle est pas. Dans l'octogone, elle est nulle. Non, Laurie Strode n'est pas Pour effectivement la plus balèze. Oui, après. Et tu parlais justement de subjectivité, de plan subjectif. Le film d'Halloween s'ouvre sur un subjectif de Michael Myers, et c'est vrai que dans l'histoire du cinéma, à ce moment-là, un très long plan d'ouverture montré à travers les yeux de ce qu'on va comprendre d'un enfant, mais qui en fait est le tueur, c'est assez révolutionnaire pour l'époque. Oui, reprécisons pour les auditeurs qui n'auraient peut-être pas vu Halloween. Il y en a. C'est vrai, t'as raison. Il y en a. Donc de quoi ça parle? Tu veux en parler? Ouais, donc ça se passe dans la petite ville de Haddonfield. On approche de la date d'Halloween et en fait ça commence donc sur cette. Alors c'est pas un flashback, c'est juste une scène qui se passe longtemps avant le reste du film où on a cette vue subjective effectivement de quelqu'un qui observe une maison, qui monte à l'étage de cette maison, qui met un masque à un moment donné et assassine une jeune fille qui est en train de se brosser les cheveux devant son miroir dans sa chambre. Ensuite, la police arrive et à ce moment-là, le poteau rose est découvert. La personne qui vient d'assassiner, ce qui se révèle en fait être sa sœur, est un petit garçon de 6 ans, je crois, un truc comme ça. Voilà. Et donc, à partir de là, on comprend que ce gamin a fini en hôpital psychiatrique et on reprend dans la même ville 20 ans plus tard. 15 ans plus tard. 15 ans plus tard. Et en fait, ce Michael Myers, donc, qui était le petit garçon, s'échappe de l'asile aux grandes dames de son psychanalyste, le professeur Loomis, et en fait va tuer des gens avec un masque. C'est une thérapie qui a pas marché. Hein. Non, voilà, vraiment. Pire psy. Ouais. Vraiment, le type, il arrive, la première scène, genre, non, mais c'est pas un gamin, c'est un monstre. Il faut le crever, il faut l'enfermer. Ne consultez pas le docteur Loomis. Après, il a pas complètement tort sur la longueur. Oui, mais au début, quand tu le vois, tu dis, bon, c'est vrai, t'es un peu dur. Ça veut quand même dire qu'il a réussi à démoraliser un psy. Oui. C'est vrai. Oui, bien sûr. Et donc Michael Myers va errer avec son masque dans la ville de Haddonfield et notamment la nuit d'Halloween commet un certain nombre de meurtres et évidemment c'est avant tout des adolescents qui dérouillent dans la banlieue riche d'Haddonfield parce que c'est ça qu'on aime dans les slashers. Voilà. Et donc parmi ces adolescents, Laurie Strode qui passe sa soirée à faire du babysitting plutôt que de s'encanailler comme ses amis. Et qu'est-ce qui explique selon vous le succès phénoménal de ce film à l'époque ? Je pense que le rapport justement direct au public visé, en fait, on n'a pas encore parlé de Debra Hill, qui est la collaboratrice de John Carpenter sur le film, qui est à l'époque sa compagne, mais surtout productrice, femme à tout faire, co-scénariste. C'est elle qui a casté également Jamie Lee Curtis. Et qui est déjà là à l'époque de Asso d'ailleurs. Tout à fait, qui est déjà là à l'époque de Asso. Et c'est elle en fait qui écrit toute la partie des intrigues, en fait tous les dialogues des personnages féminins qu'on suit pendant tout le début du film, tandis que Carpenter s'occupe de la partie qui concerne Mike Myers. Et donc je pense qu'il y a un certain réalisme dans ces personnages un peu agaçants de jeunes filles qui pensent surtout aux garçons et qui n'ont pas très envie de faire le babysitting alors qu'elles pourraient s'amuser, etc. Donc je pense que très vite les gens se sont reconnus dans cette histoire-là et que ça a permis déjà une première étape de succès.
Moi, je pense aussi que du coup, c'est ce qui va définir justement dans ce genre-là en particulier, l'horreur ou le fantastique, que le public va suivre ou pas. Et encore heureux que ce soit ça le déclencheur. C'est le fait que c'est pour l'époque assez terrifiant. On se souvient que en 74, si je dis pas de bêtises, c'est L'Exorciste qui sort de Friedkin et qui marque une pierre angulaire de la terreur des spectateurs au cinéma. J'ai revu des bandes annonces, enfin pas des bandes annonces, mais des films d'époque où il y a certaines salles qui sont filmées. Donc des spectateurs ils sont terrifiés. ils sont terrifiés. Et il y a encore des scènes, même si elles peuvent paraître un peu plus désuètes aujourd'hui, qui fonctionnent très bien. On va spoiler parce que 78, ça commence à faire un moment maintenant. Mais la scène finale d'assaut justement de Michael sur Laurie Strode, quand elle se planque dans le placard, tous ces moments de terreur où elle essaye de survivre comme elle peut. Encore maintenant, je trouve qu'en termes de mise en scène, ça reste assez terrifiant. Et puis, il y a encore quelques scènes assez iconiques, malgré tout, dans ce que peut engendrer la peur. Moi j'adore la scène du déguisement de fantôme, entre guillemets, où donc à un moment, Michael Myers a un drap sur lui avec des lunettes de soleil. Oui, parce qu'il est pas dénué d'humour. Hein. Non, il est justement, il est marrant et il est malin, parce que c'est vrai qu'à Halloween, c'est un bon déguisement. Moi, c'est un des premiers déguisements que j'ai porté pour Halloween. Donc ça fonctionne très bien, ça coûte pas cher. Bien vu, Michael. Et cette scène-là continue à glacer, parce qu'en fait, il se retrouve devant la personne qui va tuer sans bouger, et on sait, enfin, elle passe par plusieurs émotions de bonne blague, à la blague dure un peu longtemps, je commence à trouver vraiment que c'est plus une blague, et elle y passe. Donc il y a quand même des effets très bien maîtrisés en termes de je vais vous donner pourquoi vous êtes ici pour tout l'argent du monde. Cette phrase n'est pas très française, mais vous avez compris. Et alors justement, moi, si je peux me permettre de rebondir sur ce que dit Dedo, qui est très juste, moi, je pense que l'une des raisons du succès du film aussi, c'est cette espèce de nouvelle peur qu'il instaure, parce que, en fait, ce qui fonctionne le plus dans le film, dans sa dimension effrayante, c'est pas les tueries en soi, c'est pas les kills que je trouve justement pas toujours extrêmement efficaces, mais c'est les moments où Michael Myers se tient tout droit, immobile, au fond du cadre et qu'il ne fait rien. Ou alors que ce soit avec le drap de fantôme, quoi. Mais en tout cas, c'est lorsqu'il est immobile comme une silhouette, comme ça, complètement figé comme une statue. Ça, c'est des choses qu'on a déjà vues à cette époque, évidemment, dans des films d'épouvante qui mettent en scène justement des fantômes, par exemple, des antagonistes qui sont complètement fantastiques. Et là, Michael Myers, justement, il devient effrayant avec cette espèce de composante fantastique, et pourtant, ça reste un serial killer qui, à la fin de la scène, ne va pas juste disparaître dans un brouillard, mais va vraiment te trucider la tronche. Et du coup, il y a quelque chose de très nouveau de se dire, en fait, cette peur, elle est réelle, elle est tangible, elle est plausible, et en même temps, elle est incarné de manière complètement fantastique, avec un code du cinéma vraiment d'épouvante plutôt que d'horreur, quoi. Oui, moi je me souviens très bien qu'une des scènes qui m'avait le plus marqué dans ce film, c'est quand après avoir poignardé un des amis de Laurie au mur, il reste fixe et le plan dure où il regarde, mais on ne sait pas exactement ce qu'il pense, il est juste en train de regarder quelqu'un en train d'agoniser, de mourir devant lui, et il parle pas. C'est le plan de profil. Oui, le plan de profil. Oui. Et la seule chose qu'il fait, c'est qu'il tourne légèrement la tête à la fin pour regarder ce qu'il a fait. Oui. Et pareil, effectivement, en termes de direction, l'acteur était un peu perdu, parce que Carpenter lui disait non, mais en fait, reste là, ne bouge pas, juste ne fais rien, et quand je te le dirai, juste bouge un peu la tête, c'est tout. Voilà, ne fais pas plus que ça, ça suffira. Mais d'ailleurs, Carpenter l'avait défini lui-même, Michael Myers, dans le terme the shape, qui veut dire la forme. Et effectivement, en fait, il y a même plus de caractérisation, c'est-à-dire, on sait que c'est plus Michael Myers, c'est vraiment une sorte d'entité maléfique qui est là pour tuer, tout simplement. Et je trouve ça beaucoup plus effrayant, parce que la force pour moi de ce personnage, c'est qu'il n'y a pas de background. C'est qu'on ne sait pas pourquoi cette personne s'est mise à vouloir tuer à 6-7 ans des gens. Et c'est beaucoup plus terrifiant que de dire oui, mais ça s'explique parce que regardez, dans son enfance, dans sa préenfance et tout, le mal n'a pas forcément d'explication. C'est bien plus effrayant que n'importe quoi. Et d'ailleurs, je pense que derrière l'attrait que ça a suscité ce premier Halloween, il y a quelque chose que on peut encore retrouver aujourd'hui dans la fascination morbide qu'on peut avoir pour des faits divers. Bien sûr. Les féminicides. Il y a encore eu un procès il y a très peu de temps où on se dit mais pourquoi il a fait ça ? Il a aucune réaction pendant le procès, il ne cille pas, et je pense que Michael Myers incarne ça cinématographiquement, c'est-à-dire ce moment où on touche du doigt quelque chose qu'on n'expliquera jamais, c'est-à-dire le gars qui a vrillé. C'est une constante dans le cinéma de Carpenter, d'ailleurs, cette obsession pour le mal absolu qui dépasserait les êtres humains qu'on retrouve effectivement au travers de toute sa filmographie. Et c'est cette première étape que je trouve vraiment efficace dans celui-ci, c'est à quel point
on en a déjà un petit peu parlé, mais la mise en scène, en fait, introduit cet élément fantastique. C'est-à-dire qu'effectivement, il ne va pas beaucoup bouger, mais aussi, il va apparaître et disparaître au gré des instants dans le cadre, en fait, même de manière complètement impossible. Et donc, en fait, son existence même dépend de la réalité installée par la caméra. Et c'est en cela... C'est un monstre de cinéma. C'est ça, voilà. C'est un monstre de cinéma, voilà. parce que si jamais on commence à imaginer Halloween du point de vue de Michael Myers, ça devient hilarant. Oui, ça devient hilarant parce que ça veut dire quand il tombe dans le jardin, quand on le regarde, il bouge plus, et dès qu'on le regarde plus, il commence à courir pour que la seconde d'après, il était là il y a un instant, et lui il est. Je sais pas si vous voyez ce film. Mais, je sais pas si vous avez vu ou la pièce ou le film Rosencrantz and Guildenstern Are Dead, qui est une variante de Macbeth, de Hamlet, pardon, avec 2 personnages secondaires en fait qui donc en fait on suit les personnages secondaires en dehors de la pièce. Donc il y a les moments où ils sont à côté, il faut quand est-ce qu'on va aller jouer déjà, et ils vivent des aventures étranges à côté. Je pense qu'on pourrait faire effectivement une bonne comédie sur Mike Myers. Ah bah sûr, oui, parce que vraiment c'est le moment où il choisit son drap, où il bouge plus, je bouge pas, bouge pas, les lunettes et tout, les lunettes, voilà. Je suis dans le cadre, je suis plus dans le cadre. Il y a quelque chose de très très drôle. Mais ce qui est fou aussi, en revoyant le film il y a peu de temps, c'est que le body count de Michael Myers est pas très important au regard des slashers qui lui ont succédé. Et en fait, il est surtout effrayant par rapport à ce qu'on raconte de lui. Et il y a vraiment quelque chose dans Halloween de l'ordre de la légende urbaine, de la manière dont le mal est presque mieux vendu par des gens qui parlent de lui que par ce qu'on en voit. C'est-à-dire que pour moi, c'est un petit peu comme Kaiser Soze dans Usual Suspect, où en fait on te vend une sorte de chimère. Oui, sa femme a été prise en otage, il a tué sa femme, il a tué tout le monde, etc. Et donc tu t'imagines quelque chose de tellement plus important que ce qui va être montré. Et je trouve que Michael Myers fonctionne pareil, c'est-à-dire que il y a le petit Loomis qui dit non, c'est le mal absolu, etc. Mais tout ça, c'est presque l'écume qu'il y a autour de Michael Myers. C'est pas ce qu'on nous montre, et ce qu'on nous raconte est plus effrayant que ce qu'on nous montre. Mais moi, tu vois, je pense que ça va avec l'un des sens, l'une des lectures du film, qui est cette espèce de discours un petit peu sur une jeunesse qui veut s'émanciper et voilà, une société qui la laisse pas forcément faire, qui peut parfois avoir des côtés un petit peu puritains dans son approche, où finalement on a l'impression que le film met en garde tout le temps une jeunesse contre la sexualité, contre la libération du corps ou de l'esprit, etc. Parce que effectivement tous les jeunes qui vont faire un pas de côté, ou en tout cas qui vont laisser parler leurs désirs, vont se faire trucider juste après, alors que Laurie Strode, elle qui est la gentille babysitter qui reste auprès des gamins qu'elle doit garder toute la soirée, elle finit par s'en sortir. Et donc c'est un petit peu ce qui va définir aussi le trope de la Final Girl, qui était déjà instauré dans Black Christmas quelques années avant. Ouais. Mais voilà, on va avoir cette espèce de discours un peu étrange et qui en fait fait écho à la figure de Michael Myers, où on se dit on passe notre vie à avoir peur pour la nouvelle génération, à avoir peur pour l'équilibre de la société américaine, avoir peur exactement de quoi, du sexe, comme si c'était une chose absolument horrible, tu vois. Et bah c'est un peu la même chose. Oui. Surtout dans un pays qui a légalisé le port d'armes. Oui, mais ça c'est pas dangereux. A priori, ils ont quand même plus de chances de se faire buter par autre chose que Michael Myers. Tous ces adolescents, ils s'en seraient tirés s'ils avaient été armés. S'ils avaient été armés, bien sûr, c'est ça. Ce qu'aurait dit Charlton Heston. Oui. Non, mais c'est vrai, pour le coup, il y a quelque chose de très puritain et normatif. Mais qui s'est d'autant plus démocratisé dans le film d'horreur, parce que je pense que pour la plupart des producteurs à l'époque, c'était un moyen plus ou moins inconscient, voire conscient, de faire passer un message. Donc ça devenait intéressant pour les parents peut-être de se dire les paquets de clopes fumés-tu. Exactement. Coucher à Michael Myers. Oui, et faire très attention. Et en plus, justement, pouvoir profiter de scènes qui feront venir les gens en salle, à savoir des scènes de jeunes filles dénudées pendant un temps, qui certes après seront punies, mais quand même ça aussi c'est un argument de vente pour dire voilà, vous allez pouvoir voir pendant un petit moment, surtout à l'époque, voilà, il y aura une paire de seins. Très peu d'internet en 78. Très peu. Oui. Mais ça a complètement débloqué la créativité de tellement de réalisateurs et scénaristes. Ah bah oui, ça pour le coup. Mais c'est marrant parce que ce côté effectivement puritain de le sexe, attention, c'est dangereux, a été complètement pris à contre-pied dans un film qui s'appelle Cherry Falls, qui est sorti en 2000, qui est aussi un slasher un peu basique, qui n'est pas d'ailleurs un très grand film, mais qui tient quand même d'un très bon précepte, où d'un coup on se rend compte que il est important d'avoir des rapports sexuels pour survivre.
Donc d'un coup, à un moment, ils se retrouvent tous dans une scène à dire bon bah il va falloir qu'on ait tous des rapports sexuels très très vite, sinon il va nous tuer parce que c'est ça qui le déclenche. Et on se retrouve sur une scène où tu te dis ah le contre-pied est très intéressant. J'aime bien le message que ça délivre aux États-Unis. Je me doute bien que ça vous a plu ça comme non, message. mais c'est pas forcément non, mais vraiment mais imagé non, mais de cette manière-là, mais Et sur l'aspect puritain, l'autre chose que je trouve vraiment intéressante aussi, c'est la manière d'utiliser donc le quartier résidentiel américain qui est en fait un lieu qui est du vernis sur des endroits comment dire très destructeurs et très violents. C'est-à-dire que l'histoire en fait qui s'est passée il y a 15 ans dans le quartier de Haddonfield est devenue une sorte de légende urbaine. Les gens en parlent, mais on ne sait plus trop ce qui s'est passé. Et surtout, on n'en parle pas. Enfin, on cache les choses. Et donc cet univers-là où les parents sont tous absents, il y a quelque chose je trouve de très violent en fait, de meurtrier ou criminel dans ces quartiers résidentiels très riches qui se mettent en périphérie, qui essaient d'éviter de voir tous les problèmes des États-Unis. Et en fait, avec cette lecture-là, on peut voir aussi Mike Myers comme la personne qui vient leur dire non, la société va mal et je vais vous prouver que ça va mal en allant jusque chez vous. Et en plus, c'est un monstre qui est né au sein d'un foyer américain. Mais c'est quelque chose qu'on retrouve aussi chez Wes Craven avec Freddy, Krueger, bien sûr. où les parents et même les opus suivants d'Halloween iront aussi un petit peu vers là, où les parents se font justice eux-mêmes, chopent le pédophile du coin de la rue, le crament, et c'est ce qui va provoquer, parce qu'ils n'en parleront jamais, ce qui va persécuter leurs enfants. Donc en fait, derrière le grand fléau qui menace les générations futures, il y a tout ce que, entre guillemets, les boomers ont caché ou n'ont pas voulu faire. Il y a aussi ce message-là. Et d'ailleurs, il y a une scène, il y a le seul moment où on voit des adultes dans le quartier, justement, alors je sais plus si c'est Laurie ou c'est quelqu'un d'autre qui court et qui cherche de l'aide. Et justement, en fait, les personnes ouvrent leur volet, voient qu'elle est en train de hurler, qu'elle est en sang, oh là là, non, on va fermer tout de suite. Non, on va pas se mêler à ça, nous. Non, pas de ça chez nous. Et ça, effectivement, c'est très parlant, quoi. Mais c'est vrai que dans Halloween, les adultes sont très très absents. C'est très les adolescents face à eux-mêmes et en fait comme s'il y avait vraiment une scission, comme si ils vivaient pas dans le même monde, quasiment pas dans la même ville, les adolescents et les adultes. Et dans Freddy, justement, dans Les Griffes de la Nuit, va y avoir cette scission, mais elle est beaucoup plus racontée, elle est beaucoup plus mise en scène. On est vraiment dans la mise en scène des adultes qui sont incapables de venir en aide à leurs enfants et qui sont incapables de les écouter, de les comprendre et de les prendre au sérieux. Et après, dans Scream, où là, Wes Craven va encore relire ça, les adultes sont quasiment de nouveau complètement absents. Enfin oui, ils sont complètement absents parce que le père de Sidney part en voyage dès le début du film. Et en revanche, là, on va avoir vraiment une réécriture de la Final Girl et de ses amis, vraiment en contre-pied de ce qu'avait établi John Carpenter avec Halloween, où là, pour le coup, on va avoir une héroïne qui va inconsciemment déjouer toutes les règles des films d'horreur posées par le personnage de Randy. C'est les règles posées par Carpenter et du coup détournées par Wes Craven. Et voilà, et que Sidney réussit à se réapproprier et à retourner pour avoir un discours plus moderne, on va dire. Et en 81, on a ce qui fait le lien entre ces deux choses qu'on vient de décrire avec Vendredi 13, c'est-à-dire que effectivement Jason Voorhees meurt étant enfant parce que des adultes ne l'ont pas surveillé parce qu'ils étaient en train d'avoir des rapports sexuels. Donc là, c'est vraiment les deux. Alors il faut savoir aussi que évidemment, Antéchrist. Là c'est vraiment la pire chose au monde. C'est quand même Halloween qui a ensuite donné envie aux producteurs de décliner de nouveaux monstres susceptibles de déclencher d'énormes avec des masques. Avec des masques évidemment, et grand bien leur a fait parce qu'effectivement ça a marché financièrement parlant. Même si moi je plaide coupable, Freddy Forever. Pareil. Moi aussi. Voilà, parce que je trouve que prendre le postulat du serial killer basique et l'emmener sur le terrain des rêves. Halloween, tu peux fermer une porte, tu peux courir, au genre de choses. Éviter de dormir où que ce soit, ça me semblait tellement plus compliqué. Donc vraiment, je trouve qu'on n'a pas fait mieux que Freddy Krueger comme boogeyman. C'est vrai, mais quelque part, il a lui-même un masque, sachant qu'il a été brûlé, ça lui fait malgré tout un faciès qui n'est pas un faciès humain. Mais je pense que, on parlait justement, tu parlais de Scream aussi, je pense que le masque est primordial malgré tout au succès d'un film, comme l'a été Ghostface pour Scream, et de la même manière pour Halloween, ça s'est fait d'une manière assez étrange. Il cherchait vraiment un masque
qui pourrait incarner quelque chose de très flippant pour l'audience. Ils trouvaient pas vraiment, et un jour, la nana qui s'occupait des costumes a ramené un masque de William Shatner, qui est donc l'acteur qui jouait dans Star Trek, Oui, le Capitaine Kirk. qui n'a pas un faciès forcément très flippant comme ça au demeurant. Si. Maintenant oui, mais à l'époque quand un il peu était moins. jeune peut-être, mais maintenant. Ah, maintenant, oui, ouais. maintenant, oui. Maintenant, ça a pas. C'était un masque de William Shatner de maintenant. De maintenant, ouais, un peu. Et en fait, juste, ils se sont dit pourquoi pas, et ils l'ont juste peint en blanc, quoi. Et ça donne effectivement cette figure fantomatique hyper flippante, et ça fonctionne d'autant plus avec cette espèce de combinaison bleue qui le rend totalement. Parce qu'il a tué un mécano, je crois, sur la route, et c'est la tenue du mécano, en fait. C'est la tenue du mécano et qui est restée, mais ça l'incarne quelque part dans un monde très commun. Et peut-être qu'on fera un spin-off là-dessus sur la tenue d'ouvrier, parce que je pense à Romero avec carrément. son zombie pompiste. Évidemment, dans Land of the Dead. Mais tu vois ce que tu dis, Dedo, sur son masque, effectivement, c'est tout à fait, ça l'incarne parfaitement parce que c'est un visage humain, mais pas trop humain, tu vois. Et c'est vraiment exactement ce qu'il est. C'est un humain, mais en fait, non. C'est le. Enfin, voilà. Et puis, on ne voit jamais ses yeux. Et même dans la réalisation, quand on voit les séances d'échange avec le psy ou ce genre de choses, on ne voit jamais son visage. C'est-à-dire que c'est laissé à la discrétion. Laurie le voit parce qu'à un moment donné, il y a un bref moment. Elle retire son masque, mais on ne voit jamais son visage. Mais c'est beaucoup plus. On voit un petit peu. On voit un petit peu quand oui, des bouts. Mais c'est pas très éclairé, quoi. C'est. Mais oui, moi je trouve que c'est beaucoup plus, comme d'habitude, quoi. Quand on ne sait pas exactement ce que c'est beaucoup plus flippant. Quand tu n'arrives pas à mettre des mots sur les choses, c'est là que ça devient effrayant. Mais pour prendre le contre-pied de ce que tu disais sur les masques, mais je pense que c'est aussi une forme de masque, alors qui permet le succès du film et qui ne permet pas, à mon avis, une franchisation, une popularisation comme les Halloween, les Jason, etc. Je pense que It Follows, très récent, voilà. Là, le masque, c'est l'incarnation des personnes qui ont été tuées avant, qui viennent vers toi. Il y a une sorte de post-slasher dans l'idée que je trouve qui fonctionne vraiment extrêmement bien par ce côté, justement, ce jeu entre quelqu'un d'humain et quelqu'un de pas humain, mais à un niveau tout à fait différent. Mais effectivement, la question du masque, alors c'est vrai que It Follows, c'est une approche beaucoup plus moderne, effectivement, de la chose. Enfin, on a conscience de réécrire la forme du slasher par rapport à un concept qui a déjà été usé jusqu'à la corde. Mais justement, pour reciter un petit peu Black Christmas que j'ai évoqué tout à l'heure de Bob Clark, qui est vraiment un slasher que j'adore et qui est aussi considéré comme l'un des premiers slashers. Ça dépend effectivement d'où on se situe. Moi, je le trouve génial, mais là où je pense qu'il est moins, il a rencontré moins de succès populaire, ou en tout cas, il a plus aujourd'hui, je sais pas, en tout cas, il est pas connu comme Halloween ou comme Scream. Et je pense que ça tient au fait que justement le tueur, en fait, c'est une voix au téléphone, mais qu'il a jamais cette incarnation à travers un masque, cette expression figée où tu te dis, mais en fait, tu sais jamais ce qu'il y a derrière. Ça peut être tout, et donc à partir de là, c'est tout ce que t'imagines, et évidemment, c'est tout ce que t'imagines de pire. Et c'est peut-être ce qui manque à Black Christmas, justement, pour avoir été un énorme succès, alors que le film est génial par ailleurs, quoi, je trouve. Ah oui, complètement. Et alors là, on est vraiment axé sur la figure de Michael Myers, mais il faut pas oublier aussi, c'est la découverte d'une comédienne qui, pour moi, a une des carrières les plus intéressantes d'Hollywood, qui est quand même Jamie Lee Curtis, parce que on sait, c'est une scream queen par excellence. On a même inventé le terme pour elle. Mais on la retrouve ensuite dans Un poisson nommé Vanda, Un fauteuil pour deux, True Lies, dernièrement dans la série The Bear, ou même le Everything Everywhere All at Once. C'est hallucinant. Ou Freaky Friday, c'est hallucinant d'avoir une palette de rôles aussi forts et aussi éclectiques à Hollywood, où en général... quand tu commences à avoir 40 ans, tu tournes moins quand t'es une femme. Mais Jamie Lee Curtis, en fait, a toujours eu une présence avec des rôles très très forts et très différents tout du long. Et tout en continuant à faire des Halloween en plus. Oui, parce que ça, elle a réussi vraiment à faire les deux. Et même d'autres slashers que j'ai pas vus, mais j'ai vu qu'elle en a fait. Prom Night. Comment ? Prom Night. Oui, voilà, Prom Night, effectivement. Où elle est dedans. Alors, elle a voulu s'écarter un petit peu du genre parce qu'effectivement, elle voulait pas être uniquement attachée à l'horreur parce qu'elle avait envie d'avoir une carrière un peu plus éclectique, ce qu'elle a réussi à faire. Mais effectivement, t'as raison, on découvre au fur et à mesure de sa carrière une palette d'actrices très grande. On peut parler d'un film beaucoup plus mineur mais qui a eu un très gros succès aux États-Unis, qui est le Chihuahua de Beverly Hills, où effectivement on voit sa palette de comédienne dans l'humour.
et elle a une possibilité de jeu qui est assez folle. Après, les chats font pas des chiens, c'est quand même la fille de Tony Curtis. Bien sûr. Oui, pour une fois que j'ai du bien d'un Nepo Baby. Et de Janet Leigh. Donc c'est quand même bon, on tombe pas non plus dans un truc où autour d'elle, elle a eu des possibilités de regarder et de dire ok, c'est comme ça qu'on joue. Peut-être je vais le faire un moment. Donc ouais, et surtout elle a toujours eu un discours hyper positif, très progressiste dans ses propos encore maintenant, où c'est quelqu'un en fait qui a des vraies valeurs, et avoir cette incarnation là de nos jours et sur toute une carrière. Il y a Renaud qui le dit. Non, mais je n'ai pas envie de rentrer sur ce-là qui est très, très épineux. Mais, D'accord, oui, je vois de quoi tu veux parler. Mais c'est pas grave. Oui, non, mais oui, donc très grande actrice, et effectivement qui a tourné. C'est le moment Charlie Kirk de l'émission. C'est même avant Charlie Kirk, c'est vrai. Il y a plus sur tout ce qui est Gaza, Palestine, Israël. Elle a été pas très maligne aussi de ce côté-là. Mais bon. Mais excellente actrice. Mais non, bien sûr. Il faut séparer ses parents. Non, et puis on n'a pas cité À couteau tiré, mais pareil, dans À couteau tiré, elle a un second rôle, je la trouve incroyable, bien sûr, vraiment, justement, c'est en bourgeoise qui est soudain en danger pour son héritage et qui est absolument horrible, je la trouve vraiment géniale. Mais c'est vrai que par exemple, Neve Campbell s'en est absolument pas sortie de la même manière, quoi. Oui, dans sa carrière, c'est son parcours est assez unique. Alors c'est vrai, à quel point est-ce que le poids de la réputation de ses parents a joué même jusqu'après qu'elle soit devenue une scream queen à part entière, je ne sais pas. Mais en tout cas, oui, c'est sûr qu'elle est capable de tout jouer et qu'elle a tout joué. Ouais. Je pense vraiment que pour moi, la bascule, en ce qui concerne Jamie Lee Curtis, c'est la perception que le public peut avoir d'elle. Perfect, bien sûr. Oui. Ça s'est fait sur les comédies. Ouais. Un fauteuil pour deux, un poisson nommé Vanda. Je pense que c'est vraiment là, ou peut-être quand elle a dansé avec John Travolta. Je pense qu'elle a eu raison aussi de pas faire trop de suite d'Halloween tout de suite. C'est-à-dire qu'elle a joué dans le deuxième rapidement en 81, et après effectivement elle a pas voulu en entendre parler. Donc le 3 c'est un sujet à part, mais voilà, le 4, 5, 6 elle est pas dedans. Après elle a fait, selon elle, l'erreur de revenir pour le 20 ans après. Moi je l'aime bien, moi. Mais en tout cas, elle dit qu'elle aurait pas dû le faire sans l'équipe d'origine. En tout cas. Parce que les droits, vous pouvez imaginer, mais les droits de Halloween, il y a 12 000 suites, il y a 15 timelines différentes, c'est n'importe quoi. Ouais. Et les droits, en fait, bougent de boîte. Oui, puis on n'est pas loin du telenovelas. Hein, on n'est pas loin. Le lore est passionnant. Oui, mais justement, parlons-en. Les lore, au pluriel. Quand on passe du premier Halloween comme ça, qui, comme l'a dit Judith, est un film, un slasher matriciel, au deuxième où, en fait, Laurie, elle a un lien de parenté avec Michael Myers, est-ce qu'on est toujours dans la même écriture, ou est-ce qu'on a moi, voilà, je pose la question, mais j'ai déjà ma réponse. Est-ce qu'on n'a pas déjà perdu quelque chose? C'est-à-dire le 2 est fait comme la plupart des mauvaises décisions pour de très mauvais choix. C'est-à-dire que le 1 a cartonné, donc on fait une suite quoi qu'il arrive. C'est comme le Cornu. Oui, exactement. Oui. Et le 2, on sait très bien que voilà, on va. Le 1 avait déjà pas tellement bien marché. Et le 2 va pas rapporter grand-chose, c'est évident. Donc oui, ils l'ont fait parce que c'est des problèmes de production, et donc ça se sent dans l'écriture, ça se sent effectivement dans le fait que c'est un peu expédié. Même si Carpenter et Debra Hill sont malgré tout encore une fois au scénario, mais je pense qu'ils y ont mis un peu moins de gouache. Oui, parce que c'est Rick Rosenthal qui réalise, qui est sans être méchant, qui est moins doué que Carpenter à la mise en scène, sauf que en sous-main. On n'en sait toujours pas vraiment exactement le fin mot de l'histoire, mais Carpenter aurait repris certaines scènes parce que avec Rosenthal et la prod ça se passait pas bien, et je vois très bien les scènes qu'aurait pu reprendre Carpenter. Mais il y a des kills qui sont quand même sympas. Je pense la baignoire, voilà. Cool. Et la baignoire, pour moi, c'est Carpenter d'ailleurs en mise en scène. Bref, en tout cas, le film a beaucoup moins apporté que l'original, ça c'était assez évident, mais il est pas du tout marquant dans la saga parce que il fallait faire une suite et que les prods étaient contents. Et les gens l'étaient un peu moins parce qu'il est clairement beaucoup moins fort que le premier. Et après, c'est de pire en pire, parce que en fait, l'idée après avoir fait celui-ci, c'était d'abandonner la figure de Mike Myers complètement. Et ce qui est intéressant, c'est que la chose qu'ils ont gardée, c'est l'idée d'un masque. Donc, ils ont voulu transformer la saga Halloween en une sorte de 4e dimension au cinéma, autour du concept d'Halloween. Moi, j'adore le 3. Voilà, moi j'aime beaucoup le 3 aussi, voilà, qui malheureusement n'a pas bien marché du tout et qui a été détesté, surtout par la critique quand il est sorti. Maintenant, il est assez apprécié, mais qui est un film en fait sur une petite ville qui fonctionne autour d'une entreprise qui fabrique des masques de Halloween qui sont envoyés dans le monde entier. Et Silver Shamrock. Oui, voilà, qui s'appelle Shamrock, avec cette petite chanson qui est vraiment très entêtante. Très entêtante. Oui, très entêtante. Qui est vraiment un film assez sympa, mais
vraiment dans la vibe 4e dimension, un peu science-fiction, horreur, plutôt fun. Et voilà, ça n'a pas marché du tout. Donc ils ont dit, ok, on arrête tout ça, on va revenir aux bases. Mike Myers, il revient. Le docteur Loomis, il revient. Et Laurie, elle a eu une enfant. Et son enfant, elle a des liens psychiques avec Mike Myers. Et alors là, ça part complètement en vrille. Et autant le 4 et le 5, je trouve ce regard de... C'est pas bien, ça se regarde. Mais alors le 6, dans lequel on a Paul Rudd, qui joue le gamin, qui se faisait babysitter dans le premier, qui enquête sur comme quoi il y aurait une secte qui aurait exploité Mike Myers pour le rendre immortel en le faisant chasser sa famille. Là, sachant que le chef de la secte, qui est une espèce d'homme en noir, on sait pas trop pourquoi il est là, est en fait l'assistant du docteur Loomis. Là, vraiment, c'est même plus de la télénovela, c'est vraiment les feux de l'amour. Incroyable. On n'arrête pas de faire bon. Ah, mais pour moi, on était dans la malédiction. Hein. C'est-à-dire que depuis le début, on a voulu créer l'antéchrist. Vraiment, on s'est arrangé pour qu'il grandisse de cette manière. Et ce qui était juste, c'est un serial killer. Mais après, moi, ce qui me fait toujours rire dans ce genre de schéma, c'est t'as envie de dire, mais votre serial killer, il a tué 6 personnes. Tout ça pour ça? Ça fait genre, 35 ans que vous voulez, on va créer la figure ultime du mal. Mais franchement, investissez chez Bolloré, vous ferez plus de victimes. facilement. Et donc vraiment, chaque fois, je me dis, waouh, c'est beau, vous donnez beaucoup de mal pour... Ouais, mais il a un masque. Et vraiment ça, on se dit non mais ça c'est bizarre. Ouais, mais moi je pense qu'à un moment donné, il faut quand même que tu réunisses tout le monde. Est-ce qu'on n'a pas un peu merdé quelque part? Voilà, c'est une petite ville. Il y a une babysitter qui l'a fait tomber dans les escaliers quand même. Hein. Oui. Et d'ailleurs, ce que je trouve très rigolo aussi, c'est quand on regarde un peu les histoires de production. Et en fait, pour chaque film, il y a eu 15 scénarios proposés qui ont soit tous été refusés, soit ont été acceptés, puis entre-temps, il y a quelqu'un qui a perdu les droits, donc on peut plus faire le film. Donc on a vraiment des trucs absurdes dans tous les sens. À un moment, il y avait c'est bien plus tard, mais il y avait une proposition de Halloween 3D. À un moment, ils ont voulu faire un crossover avec le Hellraiser. Oui, avec Pinhead. Tout à fait. Oui, mais c'était suite à Jason et Freddy. Tout à fait, ça aurait été génial. Mais vraiment, le nombre d'idées comme ça, complètement farfelues, qui n'arrivent jamais au bout. Notamment, effectivement, sur Halloween 6, où je crois qu'il y a eu peut-être une vingtaine de scénaristes qui sont passés dessus, qui ont élaboré au fur et à mesure le lore de cette secte, qui après ont été abandonnés en cours de route. Je crois qu'apparemment il y a une version, un montage alternatif avec 45 minutes en plus. Non mais il y en a 6 ou 7 des montages de ce film, et c'est tout le temps chiant, c'est ça qui est problématique. T'es là, tu dis non mais là, tu dis vraiment vous allez me remettre 45 minutes? Ouais, ça va tout changer. Tu vois les 45 minutes, tu dis ça n'a rien changé. C'est pire. C'est pire. C'est ce qu'on appelle la Snyder's Cut. Ça sauvera rien. Mais au moins c'est pas au ralenti. Là, c'est pas des plans ralentis dans Halloween. Mais c'est vrai que le lore change régulièrement parce que je pense que juste scénaristiquement, il y a des moments où ils se disent là, on est dans une impasse, il faut vraiment qu'on rechange. Donc elle est peut-être sœur avec lui. Non, finalement non, parce que ça nous arrange pas, donc on va rechanger. Et il y a même la fin du 20 ans après du H2O qui s'est fait en 98, donc pour des raisons commerciales, 20 ans après. Donc on retrouve à nouveau Laurie, qui a réussi à survivre un peu malgré son alcoolisme latent. Je la fais assez courte, on spoil parce que je vous économise du temps, croyez-moi. Et on arrive à la fin où elle est persuadée d'avoir son frère, donc Michael Myers, en face d'elle, bloqué dans une voiture, qui tend sa main vers elle comme s'il était là pour dire bon viens on fait la paix. J'ai tué des gens mais vas-y on oublie, c'est pas grave. Et finalement elle se retire et elle le décapite. Donc là c'est fini. C'est fini. Parce que même Michael Myers sans tête, franchement, c'est un poulet sans tête. On peut plus trop se balader. Et en fait, on apprend dans le film d'après que c'était pas Michael Myers, que c'était un flic qui avait attrapé Michael Myers, qui lui a mis son masque et qui lui avait appuyé sur la trachée pour qu'il réussisse plus à parler. Donc il a déjà une préhension très puissante pour pas le tuer, juste le rendre muet et faire en sorte qu'elle croie ça. Donc l'intelligence de Michael Myers est assez folle quand on fouille un peu dans le lore. Bref, tout ça pour dire que les producteurs et les scénaristes, à un moment, ils disent moi j'ai besoin de manger, donc je fais ce que vous voulez, il y a pas de problème. Mais pour moi, tu vois, les portes de l'enfer, elles ont vraiment été ouvertes justement au moment où ils se sont dit et si c'était sa sœur? Et à partir de là, tout s'est barré en couille, parce qu'en fait, ça vient trahir complètement la force du concept que t'as dans le premier, de dire justement, c'est une figure fantastique, c'est le mal absolu. À partir du moment où en fait tu lui mets une motivation autre, à laquelle t'attaches forcément des sentiments, une histoire, une backstory, comme tu disais, etc. En fait, là, tu trahis complètement son concept, et à partir de là, tout se barre en couille, tout ne peut qu'aller de mal en pis, en fait. Et c'est là que la figure de Mike Myers, en fait, elle devient tout et n'importe quoi. Mais c'est dû aussi au fait que, dans le premier, ce qui est fort, c'est de
naviguer dans ce flou toujours autour de lui, cette espèce d'élément insaisissable, voilà, fantastique, on sait pas exactement où s'arrête le réel, où s'arrête ce qui est possible ou pas, ce qui est surnaturel ou pas. Et en fait, dès que tu veux, continuer à élaborer à partir de ça, tu vas être obligé de préciser des choses et de rajouter des éléments, et tu vas perdre en force, mais c'est ce qui se passe aussi avec Scream aussi en ce moment, et avec toutes les sagas d'horreur, c'est la même chose. Moi, ce que je trouve rigolo, c'est qu'au départ, effectivement, Mike Myers, c'est une créature fantastique de par les codes du cinéma, et après, il n'est qu'une créature fantastique immortelle que parce que les producteurs ont une clause qui dit on peut pas tuer Mike Myers. Donc là, la scène dont parlait Dedo, elle a été écrite comme ça parce que Jamie Lee Curtis voulait en terminer avec le personnage, elle voulait le tuer, ils ont dit ok, tu peux le tuer, mais Kevin Williamson, qui est le scénariste des Scream, qui a écrit 20 ans après, a dit bon, on a trouvé une parade, on va dire que en fait c'était pas lui, puis on garde ça pour le film d'après. Donc voilà, en fait, il est devenu immortel pour des raisons complètement pécuniaires. On est très très loin du cinéma en fait. Tonight's brutal murders was described by police as Manson-like in its viciousness. 3 people brutally murdered and a 10-year-old boy being held in custody. You haven't said a word for 15 years. This summer, Rob Zombie unleashes a unique vision of a legendary tale. Listen, be careful tonight. A lot of nutcases come out on Halloween. Is the boogeyman real? Why are you so obsessed with the boogeyman, Tommy? Halloween night, the boogeyman attacks kids who don't believe. Oh no, Tommy! Boogeyman's gonna get me! I'm gonna cut that mask right off your face. He's come back for his baby sister. To do what? Et alors, vu qu'on parle des réinterprétations d'Halloween, il y a eu une version très intéressante, et j'imagine que tu l'as regardée avec beaucoup d'attention, réalisée par Rob Zombie. Tout à fait. Qu'est-ce qui est différent de la version de John Carpenter? Qu'est-ce qu'apporte Rob Zombie à la mythologie? Il apporte quelque chose d'intéressant dans le bon et le mauvais sens du terme, c'est-à-dire qu'on vient fouiller justement quelque part dans l'enfance de Michael Myers, parce que là on le voit vraiment se développer en tant qu'enfant et on apprend un peu plus justement l'inverse de ce qu'on voulait au départ. Moi je trouve ça intéressant parce que ça amène quelque chose de nouveau dans la saga, et effectivement attaquer ce prisme-là donne un angle qu'on n'avait pas encore eu jusque-là, donc novateur. La deuxième partie est beaucoup moins intéressante parce qu'elle vient remaker quelque part un peu ce qu'avait déjà très bien fait Carpenter. Moi j'aime bien Rob Zombie parce que c'est un artiste assez pluriel, dans le sens où à la base c'est quand même un musicien qui a eu un groupe de rock qui s'appelle White Zombie, pour ensuite créer son solo Rob Zombie, que j'apprécie particulièrement, qui est très très bien, et qui est aussi passionné justement par la réalisation, et pour la faire assez courte, qui a une carrière dans le genre assez marquante, qui a fait La Maison des 1000 Morts, son premier long métrage, Devil's Reject. Exactement, Devil's Reject sa suite, et Free From Hell qui est beaucoup moins bien. Et d'ailleurs, la deuxième partie de sa carrière cinématographique est beaucoup moins bien. Mais c'est une autre histoire. Moi, je trouve ça intéressant parce qu'il adore Halloween. Il est très fan de la saga, et qu'il a voulu justement en faire quelque chose. Il a voulu amener sa petite pierre à l'édifice. Donc, il le fait assez bien. Il le fait un peu moins bien dans la suite qu'il a faite ensuite, Halloween 2, parce que un peu plus arty, parce que
Moi, je préfère ça, justement. Tu préfères ? En fait, mais moi, je trouve que c'est plus une posture par moment. Tu sens un peu que c'est clippé et qu'il a envie de mettre Sherry Moon dans une robe un peu diaphane à côté d'un cheval blanc. Ça, j'entends. C'est rigolo, c'est pas mal, mais tu sens que c'est un peu gratuit. Mais je trouve qu'il y a des idées intéressantes bien sûr. Au-delà de ça, parce qu'effectivement, il amène vraiment son univers, il amène tout le côté white trash, vraiment le côté redneck, horreur redneck de son cinéma à Halloween. Effectivement, sur le premier film, la première partie est intéressante, mais après, c'est quasiment un remake. Il y a des plans, il refait le truc des lunettes, il refait le type planté dans le mur par Mike Myers. Et dans le deuxième, c'est plus diffus, mais il va creuser quelque chose qui est creusé dans d'autres des films aussi, qui est la possibilité que sa sœur, donc Laurie, soit affectée d'une certaine manière par le même mal. Le PTSD, et puis que ça réveille en elle. Ça réveille quelque chose en elle, et il voulait serial killer de père en fils ou de mère en fille. C'est ça, génétiquement presque. C'est ça, et en fait, il voulait faire une suite après, les frères Weinstein voulaient faire une suite qui s'appelait Halloween 3D, donc, parce que c'était la période des films 3D, dans lequel, justement, ce serait plus elle qui deviendrait méchante, ce que je trouve rigolo, parce que c'est un peu ce que la même boîte a voulu faire avec les Scream récents, avec le personnage de Melissa Barrera, ce qui est amorcé un peu sur le dernier film en date, et pareil, ils feront jamais de suite avec elle, puisqu'ils l'ont virée suite à ses déclarations sur la Palestine. Et l'autre truc que ça, c'était grave, mais d'une gravité. Ah oui, non, mais ça, c'était hallucinant. Oh mon Dieu, Du coup, ils se sont fait lâcher par tout le monde. Oui, c'est ça. Et donc, ils vont faire sauf Neve Campbell qui est revenu. Oui, c'est vrai. Combien? Oui. Okay. C'est ça. Qu'elle a dit vraiment, c'est une vraie victoire pour les femmes, ce que j'ai fait. Je suis pas sûr. Non, et l'autre truc que j'aime bien, c'est ce qu'ils ont fait du personnage de Loomis dans le film de Rob Zombie, qui dès le premier film est un peu plus, il veut un peu profiter de la situation, mais dans le deuxième, il a fait un bouquin dessus. Et il y a plein de scènes Malcolm sur McDowell. Oui, c'est ça, voilà. Qui est très bien dans le rôle. Et donc il y a tout un passage, il y a deux passages que je trouve super. Un passage où il va signer des bouquins et il se fait en fait engueuler par un des parents de victimes, quoi. Et l'autre passage, il passe à la télé pour parler pareil de son bouquin avec Weird Al Yankovic à côté de lui qui joue son propre rôle, et je suis toujours content de voir Weird Al Yankovic. Mais il y a un côté intéressant qui est traité, je trouve, dans le Rob Zombie, un peu en sous-texte, enfin de mon point de vue en tout cas, qui est proche du mythe de Frankenstein, parce qu'on a l'impression presque qu'il a créé cette créature pour pouvoir en profiter à bon escient pour lui, dans le sens où il peut en tirer une certaine popularité. Et cet angle-là, il a de la gueule parce que je trouve que ça raconte quelque chose sociétalement, justement, en plus de ce qu'on connaît déjà de la genèse du personnage. Donc c'est vrai que j'ai de l'affection pour justement surtout, ce qu'il a voulu faire. En plus, là, on est vraiment dans la société spectacle où il y a un point de vue qui est intéressant et qui n'était pas présent dans les versions originales d'Halloween, mais moi que j'ai vachement aimé. En fait. Oui, non, mais je pense qu'on est tous d'accord pour les conseils. Dans l'ensemble de la saga, les deux Rob Zombie ont une place tout à fait honorable. Moi, ce que je trouve dommage, en fait, et c'est un peu le même problème que j'ai avec aussi la trilogie récente, c'est que au final, ce seraient des films qui, pour moi, fonctionneraient mieux si c'était pas des films Halloween. En fait, s'ils évacuaient l'héritage, mais forcément, c'est pas le même public. Même c'est la pas trilogie récente, tu trouves ? Je trouve que même la trilogie récente, il y a beaucoup d'idées qui tournent autour de ça, mais qui fonctionneraient mieux s'il n'avait pas toujours ce besoin de revenir à un certain héritage. Par exemple, je repense encore à la scène donc il plante quelqu'un dans un mur, etc. Il le refait dans la trilogie de David Gordon Green. Mais là, après, quand on aime planter les gens dans le mur... C'est vrai que c'est toujours agréable à regarder. Alors, je suis d'accord, mais là, pour moi, c'est vraiment la fois trop parce qu'il le fait dans un tableau. Et en fait, la femme est plantée dans un tableau et il la regarde en mode c'est mon œuvre. Et là, je dis non, mais c'est bon, écoute. Mais alors, je l'art sais de pas la punchline sur les tableaux, d'accord, mais tu draw the line. Exactement. Quand même. Moi, je sais pas. Pour moi, c'est un peu. Depuis, en plus, Michael Myers, c'est un des. Je crois qu'il est quand même dans un Mortal Kombat aussi. Ah oui. Et en fait, au bout d'un moment, on a ces coups spéciaux. Hein. Ouais. Et pour moi, le clou, mais le clou humain. Ça a de la gueule. Ah, donc, au bout d'un moment, voilà, finishing move, je plante quelqu'un dans un mur. Hey, fan service. Testing 1, 2, 3. We're on. We're here to investigate a patient that killed 3 innocent teenagers on a Halloween in 1978. He was shot by his own psychiatrist and taken into custody that night, and has spent the last 40 years in captivity. Hello, Michael. I have something you might like to see. Everyone in my
family turns into a nutcase this time of year. Yeah, I mean, your grandmother is Laurie Strode. She was almost murdered. Wasn't it her brother who murdered all those babysitters? No, it was not her brother. That's something that people made up. Do you know that I pray every night that he would escape? What the hell did you do that for? So I can kill him. Dad, look out! The bus crashed. Mom, what bus crashed? Michael escaped. Excuse me, somebody's in here. Hello? He's waited for this night. He's waited for me. I've waited for him. Get out of the room! Get inside! You don't believe in the boogeyman? He's here! Michael! You should. Can you close the closet door? Moi, j'ai un peu plus de mal avec la nouvelle saga, même si je trouve que le premier est plutôt réussi. Je pense qu'il y a des horribles envies de faire passer des choses dans le script, dans le 2 et le 3. Pour moi, ils portent tous très bien leur nom. Halloween, c'est clairement un Halloween de plus quelque part, qui a certaines qualités, parce que je trouve que amener la résilience de Laurie Strode des années plus tard, et de lui permettre de vraiment l'éliminer, parce que, encore une fois, on spoil, pardon, mais il se retrouve bloqué au sous-sol et d'un coup la maison brûle et explose. Là, on se dit, là, quand même, un petit peu. Ah, mais moi, en fait, je trouve que vraiment, le Legacy Kale, l'Halloween de 2018 de David Gordon Green, j'ai vraiment aimé. Et je me rappelle être sorti de la salle en me disant, je trouve ça couillu de montrer que y a ce côté résilience. Ouais. Je reviens un peu comme Sigourney Weaver Ripley dans Aliens, je vais affronter le monstre, mais cette fois-ci finalement c'est moi qui suis devenu pire que le monstre. Ouais, c'est ça. Genre tu m'as fait peur, tu vas voir ce que c'est d'avoir peur aujourd'hui. Et j'avais trouvé ça hyper énergisant et de puis, voir Jamie Lee Curtis mettre une raclée à son frère. Parce qu'il y a quelque chose qui tient de l'empowerment en plus, qui est très fort. Qui est plus son frère. Parce que parce qu'on rechange un peu les linéarités générales. Mais du coup, dans la suite, tout de suite voir les pompiers, j'ai jamais été aussi haineux. De voir les pompiers et dire « faut éteindre le feu !» Non, n'éteignez pas mais laissez brûler pendant 8 jours, pisser dessus, voilà. Mais non, on éteint, il y a quelque chose qui bouge dans la cave. Mais j'étais là, mais ils sont cons. Et vraiment, là, Après, il y a aucun slasher qui fonctionne si tes personnages sont pas un peu cons. Oui, bien sûr. Il y a une suspension d'incrédulité à un moment. Oui. Mais c'est très frustrant effectivement, parce que je pense qu'on est tous à peu près d'accord pour dire que le 2018 terminait parfaitement la saga. On avait vraiment Laurie Strode qui reprenait le dessus et qui vraiment du coup quelque part avait une catharsis totale, et c'était terminé. Évidemment, comme pour le 1, on a fait des suites pour les mauvaises raisons. Et c'est tout porte bien son nom. Le Kills tue Halloween. Et le Ends l'achève. Le 3 est abominable. Oui. Oh là là, moi, c'est terrible. Je trouve qu'ils ont des idées intéressantes, mais encore une fois, ça ne devrait pas être des films Halloween, quoi. C'est vraiment oui, ça. à la limite, mais non, il y a quand même des le 3, le Ends, il est terrifiant. Pour les mauvaises raisons. Le Kill, je trouve qu'il essaye d'avoir un discours intéressant sur la manière dont la foule s'organise, en fait, autour d'une psychose, etc., pour devenir violente, etc. Mais c'est pareil, on est tellement, au bout d'un moment, dans le méta, mais comme Scream, au bout d'un moment, on se dit, mais jusqu'à où est-ce qu'on va pouvoir être encore méta pour se donner l'illusion de raconter quelque chose de nouveau alors qu'on n'y arrive pas? C'est soit ça, soit on fait de la parodie, comme avec Halloween Résurrection, qui est absolument catastrophique, qui est une sorte de sous-scary movie, enfin voilà. Et le Ends, pour le coup, là, moi, je trouve qu'en plus, il a des aspects vraiment
enfin dans ses termes, dans sa représentation, tu vois, je trouve que c'est un peu terrible ce qu'il fait en termes de représentation de l'homosexualité, de plein de trucs. Je me dis, ça, c'est dans le 2. Le couple homosexuel, c'est dans le 2 Pour moi, c'est dans Ends, mais enfin bon, Moi, c'est dans le 2 parce que c'est eux qui habitent dans sa maison à lui, dont il revient, c'est dans le 2e. Mais même au-delà de ça, en termes de mise en scène, enfin, je trouve que dans Ends, il y a rien qui fonctionne, je trouve. Non, puis il y a même des choses, mais discutable idéologiquement. C'est-à-dire que moi, je suis basique, c'est-à-dire que j'ai besoin d'avoir quand même toujours un point d'ancrage émotionnel pour suivre une histoire. Sinon, ça veut pas dire que le film ne sera pas bon, hein, loin de là. Mais simplement, ça veut dire qu'il s'il me laisse sur le bord de la route, je dis bah ok, j'ai vu un film, j'ai vu une succession d'images, mais j'ai pas participé au voyage. Et je trouve que Ends, avec son personnage de jeune qui se fait harceler comme ça, qui au bout d'un, ça a commencé bien, qui a juste fait une bêtise, voilà, quand il ouvre il est babysitter, il est coincé, il casse la porte et il fait tomber le gamin qui était derrière et il tombe des escaliers. Je trouvais que et il doit vivre avec cette idée que bah t'as tué un gosse. J'ai trouvé ça vachement intéressant. Mais qu'ensuite le réalisateur dise c'est un serial killer. Ouais. Donc, t'es en train de dire, donc en fait, c'était déjà presque un acte manqué. Mais alors justement, c'est là où je trouve intéressant. En fait, tu dis un peu ce que je disais, qui est qu'à partir du moment où ça devient un film Halloween, ça devient plus possible. Parce que le moment où il bascule, c'est quand il va se cacher dans les égouts et qu'il rencontre Mike Myers qui est caché dans les égouts. Ça, c'est terrible. Voilà. Et donc, à partir de ce moment-là, c'est le moment où il bascule. Il y a même une réplique à un moment où il y a le père du gamin qui est décédé qui dit à Laurie Strode, je l'avais vu avant le gamin et même si ça me faisait mal de l'avouer, je sentais bien que c'était pas quelqu'un de mauvais et qu'il avait pas fait exprès. Mais là, je l'ai recroisé et là, dans ses yeux, il est devenu le mal absolu. Donc, le film essaie de te faire passer un espèce de message de le mal se transmet. Effectivement, il y a quelque chose de mauvais qui est intéressant, mais tu peux pas faire ça avec Mike Myers. Ça ne marche pas, ça ne rend pas le film intéressant, et c'est pour ça que moi je trouve que ça s'effondre, parce que il a voulu sortir de Halloween, et pour moi il est déjà sorti de Halloween. Mais parce que je pense que là il y a des vraies velléités de production, de dire je pense qu'on l'a bien usé, il faudrait qu'on trouve un nouveau boogeyman maintenant, donc voilà, on va pouvoir rebondir sur cette nouvelle possibilité d'avoir un personnage emblématique. Raté. Le film s'est planté. Enfin, il a rapporté beaucoup moins que les autres. Et surtout, il y a des scènes de dialogue par moment entre les personnages qui servent à rien. C'est long. T'es là, envie de dire, mais venez, on tue des gens là. C'est trop long. Oui, non. Puis même en termes de red flag, t'as envie de crier au personnage féminin, mais va-t'en! Sachant qu'en plus, c'est Laurie Strode qui lui met, donc, qui match en fait, sa petite fille avec le tueur. Moi, genre, il a l'air mignon et tout. Puis après, il lui fait, alors par contre, le mec avec qui je t'ai acheté, je pense, peut-être, c'est un serial killer, donc arrête de le voir. Faudrait savoir ce que tu veux à un moment donné. Non, vraiment, j'ai trouvé le film problématique dans ce qu'il disait. Et le fait de montrer un Michael Myers dans les égouts fatigué, usé, tout ça, je trouvais même que c'était le cinéma hollywoodien qui était en train de faire un aveu. On n'a plus rien, quoi. Ouais, par rapport au boogeyman originel. T'es fatigué. Regarde, maintenant, en fait, il y a les millennials, les Gen Z, on est tellement plus serial killer que toi, on va tuer plus de monde, on a moins d'excuses. Ah oui, toi, t'as vu ça comme du jeunisme. Ah ouais, t'es là. C'est vrai qu'il tue c'est vrai que le gamin tue plus de gens que Mike Myers dans le premier, en fait. Et oui, tu te dis, et lui, il a fait ça en 2 secondes. Mais surtout, ça n'a aucun sens, parce que c'est comme si on te disait, le mal vieillit. Mais le mal vieillit pas. Il y a pas un moment où t'es là, tu dis, je suis un démon, mais j'ai mal au genou. Non. Tu peux pas à ce point-là. En fait, c'est taper dans une figure emblématique en lui disant, il a des rhumatismes, mais jamais de la vie. Mais après, t'as vu, il est quand même mort plusieurs fois. Mais c'est pas la question. Au bout d'un moment, son corps lui dit j'en ai un peu marre de tomber du 2e étage, de me faire poignarder, de me prendre des balles dans la tête, de résister. Je pense qu'au bout d'un moment, son corps lui dit Michael, tu sais quoi non, ça marche. Jason aussi, il a eu beaucoup de problèmes. Hein. Eh ben, il est toujours là. Oui, mais Jason... Il a même une série qui va sortir sur lui. Oui, mais Jason, il est démoniaque, il est surnaturel. Mais pour moi, Michael est surnaturel. Oui, mais il était censé ne pas l'être. Oui, mais en fait, très vite, on comprend qu'il est pas humain pour moi. Il est humain. En fait, il a juste cette enveloppe charnelle d'humain et tout le reste, il est animé par le mal absolu. Mais c'est là aussi où la trilogie, elle marche pas, parce que justement, cette idée de créature surnaturelle n'est pas vraiment discutée. Elle est amenée uniquement par un dialogue à la fin du 2e. Pareil,
donc je spoil aussi. Voilà, où en fait il va se taper avec tout le village, tout le quartier qui s'est organisé en bande, ils vont se taper avec lui. Et là, donc Laurie Strode en voix off commence à dire mais en fait c'est pas une vraie personne, c'est quelqu'un de surnaturel. Donc là il se relève, il a entendu. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié. Je suis en train de me faire défoncer, mais en fait je peux tous les buter, c'est vrai. Et il y a un autre il les bute tous. Et il y a un autre truc que je trouve, dont la fille de Laurie Strode qui après non, on n'a pas le deuil dans le film après. Je sais pas pourquoi, ça peut trop long. Oui, trop long. Ouais. Et il y a un autre truc que je trouve rigolo, mais qui est un peu annexe, c'est que le réalisateur qui a fait du coup cette trilogie, David Gordon Green, que en vrai j'aime bien. Après, il a voulu faire une trilogie L'Exorciste, et donc il a fait un film qui est vraiment pas bien. Ils ont carrément annulé les suites directes, ou alors je crois qu'ils font avec d'autres gens, mais ils avaient vraiment pensé une trilogie telle quelle. Et quand ça avait été annoncé, apparemment Friedkin en avait entendu parler. Il a dit il y a un gars qui fait un film à L'Exorciste. J'espère que je vais mourir bientôt, comme ça je pourrais le hanter pendant le tournage et le faire chier. Et il est mort. On espère qu'il a réussi. C'est ça. Non, mais oui, donc comme quoi, ça s'est achevé. Et est-ce que vous voyez un héritier à l'esprit Halloween aujourd'hui, un héritier réussi? Qu'est-ce que tu entends par héritier? Tu veux dire en termes de réalisation, en termes de personnage? Un film, pas forcément encore une franchise, mais... Moi, je trouve que, je sais plus qui l'a cité, mais It Follows, c'est clairement un très bon enfant de tout ça, parce que c'est carpenterien au possible, parce que le film est très réussi, parce que la mythologie est bonne, qu'il y a des scènes de meurtre qui sont tétanisantes, et ne serait-ce que l'ouverture qui est fabuleuse, et qui va avoir une suite qui est annoncée, It Still Follows, que j'attends vraiment beaucoup. Donc moi, à l'époque où c'est sorti, on parlait aussi d'idée de transmission du mal dans le film qui est beaucoup mieux rendu que justement dans le Halloween Ends. Moi, je trouve que ça fonctionne très très bien. Mais c'est pas pour autant que j'espère que ça sera une franchise. Je pense qu'une suite, sachant que c'est avec exactement la même équipe, pourra être vraiment très réussie. Alors de là, après, est-ce que ça devienne un 6, un 7? Je sais pas, c'est une bonne idée. Mais est-ce que les franchises en soi, c'est déjà une bonne idée? C'est un vrai débat. Voilà. Oui. Judith? Ouais, moi j'aurais tendance à citer le film Les Maudites, qui est un petit film franco-argentin et espagnol aussi, réalisé par Pedro Martín Calero, donc qui est sorti en 2024, où là en fait on n'est pas vraiment dans un slasher, mais il y a cette idée d'avoir une figure, alors là qui est aussi un petit peu une sorte de mâle patriarcal absolu, qui est incarné par une sorte de figure masculine assez effrayante et qui ne se manifeste que dans les écrans, qui lui ne fait pas démon technologique particulièrement, mais un peu à la manière de Sadako, voilà, il n'apparaît que à travers l'image vidéo, et il va poursuivre Sadako, le personnage de Ring. Oui, moi je pense que c'est la pote de tout le monde, donc je oui. Voilà. Mais c'est les cheveux longs noirs qui sortent de la télévision. De la télé, ouais. Et en fait, il va poursuivre en fait le mal qu'il incarne, l'espèce de malédiction qu'il incarne. Donc encore une fois, le film s'appelle Les Maudites. Va poursuivre les héroïnes qui sont réparties sur différentes époques et différents pays. Donc il y a un petit peu le côté aussi, on a cette figure masculine qui transmet toujours une espèce sa malédiction en fait, et les tueries qui se suivent et qui s'héritent en fait un petit peu comme l'a instauré la saga Halloween. Donc c'est pareil, c'est absolument pas un film qui a vocation à devenir une saga, absolument pas. Mais je trouve que c'était une manière intéressante de redigérer l'héritage de Michael Myers. Moi, je suis assez d'accord avec vous deux, mais je pense que pour un personnage qui soit vraiment, justement, qui ait des capacités surnaturelles, qui parvient à se réinventer de film, en franchise, le vrai héritier de tout ça, c'est Air Bud, le chien qui joue au basket. C'est vrai qu'il est fort, hein. Voilà. Et c'est déjà une franchise. Non, ma vraie réponse, c'était It Follows aussi, mais donc je cherchais un truc à dire, et voilà. Alors, si je peux, du coup, je profite d'un bonus pour en citer un autre. Moi, j'avais beaucoup aimé la tentative, alors ça remonte à 2017, mais Happy Birthday de... Ah oui, c'est très cool. Que je trouvais chouette. Voilà, là où... Qui a déjà 3 épisodes, du coup. Hein. 2, je crois. Alors le 3 est en tournage, je crois. Ah ouais, c'est possible. Ouais, parce que le 2 terminait vraiment le truc pour moi. Ouais. Ça, tu sais. Le deuxième, malheureusement, le deuxième, c'est vrai qu'on n'était plus du tout dans la redite du slasher ou dans l'horreur. C'était vraiment purement de la comédie d'aventure entre adolescents. Mais c'est vrai que le premier avait vraiment une volonté, certes avec un regard un petit peu parodique, un peu humoristique, mais quand même une prise au sérieux des scènes horrifiques et de la mise en scène du tueur avec son masque aussi. Voilà, on essayait de réinventer un masque de tueur étonnant. Et c'était une réussite. Et si vous l'avez pas vu, pour pitcher, c'est une boucle temporelle. Exactement. En fait, c'est quelqu'un qui revit. Qui est déjà un genre en soi, et je trouve que dans le genre, c'est vraiment bien maîtrisé, déjà dans la narration, et en plus dans l'humour, effectivement, qui est dans le bon équilibre avec la terreur que ça peut provoquer. Et donc réalisé par Christopher Landon, qui devait réaliser Scream 7 et qui a laissé tomber suite au départ de Melissa Barrera et de Jenna Ortega. Tout se recoupe. Landon, il a fait Freaky. Oui, il a fait Freaky. Et... qui est très cool aussi. Moi, j'aime bien. Ah ouais, c'est fun, hein. Je dis pas que c'est un grand film. Mais... Je sais plus ce qu'il a fait. Il a fait un truc pas bien aussi, mais je me rappelle plus.
Il a pas fait un Twilight ? Non, je confonds avec un autre. Wow. On touche à une saga qui apparemment n'est pas discutable. Il a peut-être fait un Airbud 8. Ah non, mais dans l'autre sens, dans le sens de genre non. Oui, non. Je ne peux pas. Non. On va rester là. Merci beaucoup Renaud, merci Judith, merci Dedo d'avoir évoqué Halloween, John Carpenter, la franchise Halloween, les héritiers lors de ce premier spin-off. J'aimerais remercier aussi toute l'équipe du Studio 17, Lucien, Max, JB qui ont conçu un si joli studio, mais également big up à Ben Renaud qui a conçu l'identité graphique de spin-off et spéciale dédicace à César qui m'a aidé à faire naître ce projet de mon côté. Et on se retrouve mardi prochain pour parler du studio derrière des jeux tels que Bayonetta, Vanquish, Ninja Gaiden 4, le studio Platinum. À la semaine prochaine.